Bonjour, bienvenue sur le plateau de Cook Midi, votre rendez-vous quotidien de la cuisine simple au naturel sur Village Semences. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler d'une céréale vieille comme le monde, si je puis dire. Il s'agit de l'épeautre. Et si je dis vieille comme le monde, c'est qu'on retrouve les premières traces d'épeautre au moins plusieurs millénaires avant Jésus-Christ. On dit même que l'épeautre serait l'ancêtre du blé. Alors, pour parler de l'épeautre ou des épeautres, j'accueille sur ce plateau Aloïs Stack. Bonjour. Bonjour Philippe. Alors vous êtes responsable de la communication de Passion Céréales. C'est quoi Passion Céréales? Alors Passion Céréales, c'est une association qui représente toute la filière céréalière et notre mission, c'est de communiquer auprès du grand public pour leur faire de la pédagogie, notamment autour des céréales, des produits céréaliers et parler de tous les métiers, tous les maillons de la filière pour passer d'une céréale à un produit fini. Alors on reparlera dans un instant avec vous d'épeautre et surtout de cette nouvelle mode de l'épeautre. Alors c'est vrai qu'on en parle depuis les années 90, ça revient, mais là en ce moment c'est très tendance. Hein. C'est ça, le consommateur cherche de plus en plus la diversité et donc l'épeautre est là et elle fait son grand retour. On en reparlera dans un instant. Direction la cuisine. Bonjour Sophie C'était. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour Philippe. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Moi aussi. Là aussi, la Dream Team se reconstitue chaque année autour du plateau de Village Semences. Alors, de l'épeautre, qu'allez-vous nous proposer avec de l'épeautre? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous proposer un risotto. Donc, on a remplacé le riz par de l'épeautre. Et on va le cuisiner à peu près de la même manière avec du bouillon. Et faire quelque chose de très crémeux à la fin et on servira avec des champignons. Alors, on regarde tout de suite les ingrédients pour cette recette. Oui, donc l'épeautre, du poireau, du parmesan, du vin blanc, de l'ail, donc le bouillon et un peu de sauge et les champignons. Alors, le vin blanc, plutôt fruité, plutôt... Sec. Sec. Vin blanc de cuisine. Voilà, on va pas la jouer chef tour étoilé qui dit ça ne peut marcher qu'avec un pouilly fumé ou un bordeaux blanc. On est plus simple que ça aujourd'hui. D'accord. Et alors, la question, c'est quand on fait un risotto classique, on passe quand même 25 minutes à tourner. Et là, c'est un peu pareil. D'accord. C'est un peu pareil, mais ça vaut vraiment la peine. Il y a l'épeautre qui remplace le riz à vraiment de la mâche à la fin et un goût prononcé. C'est très agréable. Je vous laisse faire, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Aloïs, on reparle ensemble de l'épeautre. Alors j'allais dire, de l'épeautre ou des épeautres? Alors des épeautres, parce que en effet, comme vous l'avez dit, il y a deux épeautres. En fait, il y a le grand épeautre, qu'on appelle aussi plus communément l'épeautre, qui n'est pas celui qu'on cuisine aujourd'hui, qui est le petit épeautre, qu'on appelle aussi l'engrain. Et en fait, ce sont des céréales qui sont vraiment différentes. Alors, elles sont différentes en quoi et on les utilise dans quel cadre? Le grand épeautre, tout d'abord. Alors, déjà, on peut dire que, pour bien comprendre, que ce sont des céréales. Donc, elles font partie vraiment de la même famille botanique. En revanche, ce sont des espèces différentes. C'est-à-dire qu'elles sont cousines, mais on ne peut pas faire de croisement entre elles. Au même titre, par exemple, que l'homme et le chat, par exemple, sont des mammifères, donc ils font partie du même groupe, on ne fait pas partie de la même espèce. Donc c'est vraiment des céréales qui sont différentes. D'accord, et alors, avec grand épeautre, on fait quel genre de choses, et avec le petit épeautre, quel genre de choses? Le petit épeautre, c'est ce qu'on va cuisiner là. Hein. Oui, c'est ça. Alors en fait, les usages sont quasiment les mêmes. Hein. On peut faire avec d'ailleurs la plupart des céréales, on peut faire des flocons, on peut faire de la farine, on peut faire les cuisiner comme ici en risotto, on peut les cuisiner en grains, cuits à l'eau. Donc les possibilités, elles sont même presque infinies, on peut les fermenter, enfin, c'est vraiment une infinité de possibilités et on a à peu près les mêmes usages. Et alors c'est pas comme le blé où il y a blé dur, blé tendre? Eh ben c'est-à-dire que c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a le blé dur qui est différent du blé tendre. Le blé dur, on rappelle, pour faire les pâtes. Oui, exactement. Et le blé tendre, c'est la farine de notre pain quotidien. Exactement, donc le blé dur, comme son nom l'indique, c'est plus dur, donc en fait quand on va l'écraser, quand on va le broyer, on va faire des grains qui seront un peu plus gros parce qu'il est plus dur, donc ça permettra de faire la semoule et les pâtes, alors que le blé tendre, lui, il va s'écraser plus finement en farine pour faire le pain.
Alors quand on parle de l'épeautre, on a quand même l'impression que c'est une céréale un peu rustique. On parle parfois aussi, ça nous fait penser à d'autres céréales qui sont cultivées en France. Il y a beaucoup de cultivateurs, il y a beaucoup de producteurs d'épeautre en France. Alors c'est ça en effet, c'est des céréales qui sont plus rustiques et en fait finalement les blés notamment ont été privilégiés lors de la sélection, pendant la domestication finalement qui date, comme vous l'avez dit, depuis des millénaires. Depuis des millénaires on cultive ces céréales et finalement les propriétés d'autres céréales qui étaient plus simples à travailler ont été choisies et donc finalement on a laissé l'épeautre telle qu'elle et c'est pour ça qu'aujourd'hui on l'a beaucoup moins utilisée et qui garde des propriétés plus rustiques. Et on le cultive où, dans quelle région de France? Alors le grand épeautre comme le petit épeautre finalement peuvent se cultiver partout. Elles ont l'avantage de pouvoir aussi se cultiver dans des zones qui sont plus sèches ou plus humides ou des climats plus arides. Donc c'est vraiment des climats qui seront plus durs. Et du coup, elles ont cet avantage-là. Et aujourd'hui, on disait tout à l'heure, je disais en présentation que c'était une céréale qui redevenait tendance, qui était revenue un petit peu dans les cuisines dans les années 90. Aujourd'hui, on en a partout, on a des recettes, on en trouve dans les magasins très facilement. C'est dû à quoi, selon vous? Alors, en effet, déjà, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, c'est vrai qu'on en trouve partout, il n'en est pas moins que ça reste quand même une céréale qui est très minoritaire. Aujourd'hui on a 4 céréales majoritaires qui sont cultivées en France, on a le blé tendre, on a le blé dur, on a le maïs et on a l'orge. On a aussi qui sont très consommés le riz et en fait en termes de production finalement l'épeautre ça fait partie de ce qu'on appelle les autres céréales et ça représente moins de 1% de la production en France. Ah oui, c'est plus qu'un marché de niche là, c'est de l'ultra niche en effet. Et en termes de consommation, c'est très difficile justement tellement la consommation, certes, elle est croissante, on pense même qu'elle est peut-être même exponentielle, mais finalement, elle reste encore faible, donc c'est très difficile à mesurer. Je vous retrouve dans un instant, on va en cuisine. Alors Sophie, vous avez commencé, je sens que là les poireaux qui sont... les poireaux dans vous êtes en train de faire suer les poireaux, comme on dit. Et puis on va ajouter après le petit épeautre qui est déjà pré-cuit. Pour des raisons de durée de l'émission, parce que ça prend à peu près 45 minutes, on peut réduire ce temps en le faisant tremper toute une nuit dans de l'eau et en le rinçant. Donc on peut gagner une quinzaine de minutes environ, mais là aujourd'hui, pour les besoins de l'émission, j'ai déjà cuit le petit épeautre. Bon, il y a une technique aussi, hein, si c'est un petit peu long, l'enfant, le petit fille ou le petit garçon qui a eu des mauvaises notes pendant la semaine à l'école est condamné à tourner l'épeautre pendant 45 minutes. Il n'a pas vraiment besoin de tourner Ah, c'est pas comme pour le risotto, alors il faut quand même... Oui, si, mais l'épeautre, en fait, il est cuit dans de l'eau avant d'être rajouté dans le risotto. On ne fait pas la recette de A jusqu'à Z. D'accord. On parlait de champignons tout à l'heure, champignons de Paris ou oui, autre? Oui, champignons de Paris. Ceux-là, ils viennent d'une champignonnière qui est dans l'Oise. C'est chez Ludovic Barré avec des champignons qui poussent dans des caisses avec de la paille et du crottin de cheval qui vient des haras de Chantilly. D'accord. Un vrai champignon de Paris. Absolument. Et d'ailleurs, les producteurs de champignons, notamment dans le Val-de-Loire, du côté de Saumur, par là, vont avoir des problèmes parce que c'est une grande partie de ce qu'ils utilisaient, de la fumure qu'ils utilisaient, venait du salon de l'agriculture. Et manque de bol pour eux, il n'y a pas de salon de l'agriculture. Mais je pense qu'ils auront sans doute, avec le cadre noir de Saumur, de quoi se fournir. Allez, je vous laisse travailler. Merci. Cet épeautre, Aloïs, on le voit beaucoup dans les boutiques bio. Est-ce qu'il est forcément bio aujourd'hui, l'épeautre? Alors l'épeautre, il n'est pas forcément bio. C'est vrai que comme il a des caractéristiques rustiques, on en a parlé tout à l'heure, donc il a l'avantage finalement dans les champs de nécessiter moins d'attention. On va avoir moins besoin de le nourrir, moins besoin de le protéger. Et donc en fait, c'est des caractéristiques qui sont finalement très adaptées à la valorisation en bio, puisque ça permet aussi d'avoir une valorisation meilleure pour l'agriculteur. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant. Et est-ce qu'il y a une filière épeautre dédiée aujourd'hui, ou est-ce que les gens qui font de l'épeautre font aussi d'autres céréales, font du blé, font que sais-je encore? Alors c'est-à-dire que oui, alors il y a des agriculteurs qui font toutes céréales, qui peuvent très bien faire du petit épeautre ou du grand épeautre. Et en petit épeautre, il y a une filière IGP là, donc le petit épeautre que nous cuisine Sophie actuellement, IGP de Haute-Provence. Et ça, c'est vraiment une filière très organisée. C'est une IGP récente? Alors je ne sais pas vraiment de quand date l'IGP, mais en tout cas c'est une filière qui est vraiment très organisée.
et qui a une belle valeur ajoutée. Et c'est vraiment un gage de qualité. Vous entendez ce petit bruit, je ne sais pas si vous qui êtes derrière votre poste de télévision, vous entendez ce petit bruit, mais là, effectivement, c'est un petit peu de vin sur les poireaux. Et je pense que, et si vous pouviez sentir, on n'a pas encore inventé la télévision en odorama, mais ça ne serait tardé, en tout cas pour l'émission Cook Midi. Aloïs, l'épeautre, c'est aussi, j'allais dire, bon pour ce qu'on a. C'est plutôt bon pour la santé, plein de vitamines, plein de sels minéraux, plein de choses. Enfin, c'est parfait pour la santé. Oui, alors d'abord, je confirme, ça sent très bon. Et oui, c'est bon pour la santé. Alors déjà, comme toutes les céréales, on va avoir un apport qui est très élevé en glucides complexes. Donc les glucides complexes, c'est vraiment ce qui va nous permettre d'apporter de l'énergie à notre organisme. C'est des glucides qu'on va pouvoir absorber lentement et qui vont pouvoir nous donner de l'énergie vraiment au cours du temps. Donc toute la journée, ça apporte des fibres, donc ça protège de nombreuses maladies. Les fibres, il faut savoir que les Français n'en consomment pas assez. Et ça apporte aussi des vitamines, ça apporte des minéraux, ça apporte aussi des protéines. Quand on est en recherche de protéines végétales, c'est particulièrement intéressant. Voilà, donc c'est assez complet. Une caractéristique du petit épeautre, c'est qu'il contient un peu moins de gluten que la plupart des céréales avec gluten. Donc il peut être intéressant dans le cadre d'une hypersensibilité, par exemple. Il reste interdit pour les personnes qui ont la maladie cœliaque. Et le grand épeautre, lui, il a la particularité d'avoir des protéines qui contiennent tous les acides aminés essentiels à notre organisme. C'est-à-dire qu'en fait, il faut voir le corps qui a besoin de protéines, donc pour construire les organes, les muscles, les os, enfin tout est construit de protéines. Et en fait, les protéines, c'est comme un ensemble de pièces de puzzle, finalement, qui sont des acides aminés. Et 8 de ces pièces sont impossibles à synthétiser par l'organisme, donc elles doivent être apportées par l'alimentation. Et en fait, finalement, le grand épeautre contient ces 8 pièces de puzzle, ces 8 acides aminés dans les quantités idéales pour l'organisme. C'est énorme. Donc c'est hyper intéressant, ouais. Oui, d'ailleurs, c'est étonnant que ce soit passé complètement inaperçu pendant des années, alors que la santé par l'alimentation, c'est quand même une notion que l'on connaît depuis les années 80 à peu près. On a l'impression qu'on redécouvre les choses aujourd'hui. Oui, exactement. Alors, bon, c'est vrai que l'épeautre, il a cette caractéristique-là, pardon. Après, c'est des équilibres aussi qu'on peut apporter dans l'alimentation. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez une céréale et une légumineuse, vous allez pouvoir aussi recréer cet équilibre. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si vous faites un repas, admettons, peut-être végétarien, sans légumineuse, l'épeautre peut être une alternative vraiment intéressante, par exemple. Le grand épeautre. Sophie, dites-moi, l'épeautre, c'est à quel goût? Parce que là, vous nous le préparez, ça va être mélangé avec pas mal de choses, mais si on le consomme, j'allais dire, très basiquement, on dit que c'est un petit goût de noix. C'est vrai ou pas? Oui, c'est un peu, moi je dirais que c'est un peu toasté, mais peut-être que vous avez un autre avis. Et puis, ça peut être intéressant. On utilise aussi beaucoup la farine d'épeautre. On peut en mettre dans des pains, dans des gâteaux. Ça a un bon goût de blé prononcé. Donc, Et Aloïs, vous, l'épeautre, vous le dégustez, vous mangez comment? D'abord, grand épeautre, petit épeautre? Alors, c'est-à-dire que les deux sont très bons. Comme on dit, c'est vraiment un petit goût toasté. On retrouve bien ce goût de céréales. En pain, c'est vraiment excellent. Alors, c'est vrai que le petit épeautre, par exemple, comme il y a un peu moins de protéines, vous aurez un pain qui sera un petit peu moins alvéolé. Donc, il y aura des trous qui seront moins grands. Donc, on fait souvent les pains en petit épeautre en moule. Mais vous avez un goût qui est vraiment différent. Donc, en fait, c'est vraiment un pain qui permet de diversifier aussi. Je dirais pas que je le préfère par rapport à une baguette de tradition, par exemple, mais ça permet d'avoir une palette de goûts, de couleurs, de choses. Et c'est pratique avec les enfants parce qu'on peut mettre de la confiture ou une célèbre pâte à tartiner, ça passe pas à travers les trous. Exactement. Voilà, donc on n'en met pas partout au moment du petit déjeuner. Aujourd'hui, il y a beaucoup de boulangers, parce qu'on vous parlait des boulangers, vous parlez de la baguette tradition. Les baguettes à l'épeautre, tout ça, les pains à l'épeautre, ça commence à rentrer dans les process de fabrication de nos amis boulangers ou pas? Oui, vous l'aurez remarqué, de plus en plus, quand on va à la boulangerie, on retrouve une diversité de pains. Parce que c'est aussi le consommateur qui exige ça. Donc en fait, la boulangerie finalement suit ses tendances, suit ses demandes. Et on voit que l'offre en fait en boulangerie, elle s'est considérablement améliorée depuis des années. Maintenant, il y a une vraie demande pour des pains entre guillemets de spécialité. Exactement. Des pains de spécialité, qui apportent des choses différentes, qui apportent en termes de goût, en termes de caractéristiques nutritionnelles, en termes de plein de choses. Donc
Et pour les consommateurs, c'est facile à trouver de l'épeautre ou de la farine, par exemple, parce qu'on l'a vu pendant le premier confinement, hein, il y a eu cette espèce de délire chez les consommateurs, on en a tous fait partie d'ailleurs, délire du pain. Est-ce qu'il y a eu un effet sur l'épeautre? Est-ce qu'on a vu aussi des ventes d'épeautre progresser pendant le premier confinement? Alors toutes les céréales finalement ont été plébiscitées pendant le confinement. C'était presque une valeur refuge, j'ai envie de dire. Hein. On a fait un sondage aussi auprès des Français, et finalement on s'est rendu compte que les céréales, elles étaient à la fois plébiscitées parce qu'elles sont abordables, parce qu'elles sont saines, parce qu'elles sont pratiques, parce qu'elles se conservent notamment. Et du coup, l'épeautre aussi fait partie de ça. Donc, on sait que la farine de blé tendre a été, on s'est tous jetés sur les rayons, et les meuniers ont continué à nous produire notre farine comme à leur habitude. Et les pâtes, enfin tous les produits vraiment ont été plébiscités pendant ce confinement. Donc il y a une sorte de folie d'ailleurs, parce qu'on a même vu des boulangers revendre leur propre farine. C'est ça. Bon, il y a des grandes chaînes, même des boulangers un peu haut de gamme à Paris, qui reconditionnaient dans des petits sacs leur farine. C'est ça, parce qu'en fait, on n'a pas eu de rupture d'approvisionnement finalement. Mais comme les gens ont beaucoup plus cuisiné, on avait beaucoup besoin de sachets de 1 kg finalement, alors que les meuniers produisent beaucoup des gros sachets de 25 kg pour les boulangers. Donc en fait, ça a permis de fluidifier la chaîne logistique que de faire intervenir justement les boulangers pour reconditionner la farine et le revendre en direct aux consommateurs. Oui, parce que c'est vrai que les grands meuniers, faire des sacs d'1 kilo, sauf des grandes entreprises type France Farine ou autres, mais pour les autres, c'était compliqué. Oui, en fait, c'était surtout compliqué d'en faire en beaucoup plus grande quantité qu'habituellement, parce que ça demande une anticipation forte, puisque toutes les chaînes logistiques doivent être reprogrammées en conséquence. On se retrouve dans un instant. Sophie, alors là, venez nous voir, parce que ça sent très très bon. Alors là, l'épeautre est en cuisson. Est en cuisson, là, avec donc on a déglacé au vin blanc, et puis maintenant j'ai commencé à rajouter le bouillon pour continuer la cuisson de l'épeautre. Alors le bouillon, mettez quel type de bouillon? Un bouillon de légumes. D'accord. Tout simplement. Tout simple. Oui. Alors là aussi, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui prennent le bouillon en version liquide, en petites cubes, en infusette. Alors vous j'allais dire, votre religion en matière de bouillon, c'est quoi? Ah ce serait de le faire maison, c'est sûr. En plus, c'est vraiment pas compliqué à faire. On peut s'amuser, on peut faire des versions taille en rajoutant de la citronnelle, du gingembre. Mais là, aujourd'hui, par commodité, j'ai un bouillon en briquette que je ne connaissais pas, mais j'ai fait comme les consommateurs font aujourd'hui. J'ai pris mon smartphone, j'ai pris l'application qui va bien, et j'ai regardé si au niveau nutritionnel c'était correct, et ça l'était. Alors quand vous dites le mieux c'est de faire son bouillon soi-même à la maison, alors moi j'ai aucune idée de la façon dont on fait un bouillon de légumes à la maison. Vous mettez un fond de garniture aromatique, des navets, des carottes, des poireaux, et puis vous laissez bouillir. Quand vous dites un fond de garniture aromatique, parlez-moi comme un cuisinier qui a 5 ans, s'il vous plaît, Sophie. Vous mettez des oignons, du thym, du laurier, et puis vous laissez cuire pendant 1h30 à feu doux, et ensuite vous ôtez tous les éléments qui ont servi à la cuisson, et vous gardez votre bouillon. Vous pouvez le fractionner, le congeler, et puis vous en servir à chaque fois que vous en avez besoin. Ah oui, ça marche, si on le garde, on peut le garder au congélateur. Ouais, moi je fais la même chose avec le bouillon de volaille, on peut faire ça avec des fumées de poisson, vous gardez les crustacés, puis vous les écrasez un peu, et vous faites une cuisson à l'eau, et à la fin vous obtenez un fumet. Même chose pour le poisson, avec les têtes de poisson, des choses comme ça. Et pour le bouillon, on va tous les passer en revue, et le bouillon de volaille? Le bouillon de volaille, il y a 2 écoles encore, parce que moi j'aime bien le faire avec le poulet au complet, mais on peut le faire aussi qu'avec des os de poulet qu'on a conservés, et puis et filtrés de la même manière à la fin. Moi du coup je me retrouve avec toute la chair du poulet qui est cuite, qui est ultra cuite, et que je peux mettre dans des quiches ou dans des salades. Alors là, je vois que c'est pratiquement prêt là. Ça va être bientôt prêt. Vous rajoutez un petit peu encore de bouillon? Un petit peu de bouillon. Je ne sais pas trop combien de temps il me reste. Il vous reste un peu moins de 10 minutes. Ok, ça devrait être prêt? Oui, ça sera prêt. À tout de suite. Merci beaucoup. Aloïs,
on voit le succès de l'épeautre. Est-ce que ça a aussi un intérêt pour les agriculteurs aujourd'hui en termes de diversification, voire en termes d'installation de nouveaux agriculteurs qui pourraient se dire finalement l'épeautre est une céréale tendance, je vais me lancer dans cette aventure? Oui, alors au-delà du phénomène tendance, c'est vrai que c'est intéressant parce que déjà ça permet aussi d'avoir de diversifier, donc d'avoir une céréale en plus qui peut avoir une valeur ajoutée, notamment quand on voit avec des labels comme l'IGP, qui sont particulièrement intéressants en termes de revenus. Mais ça permet aussi, on cherche de plus en plus à faire des rotations importantes de cultures pour justement aussi réduire les protections qu'on amène aux plantes, donc réduire notamment les produits phytosanitaires. Ça permet donc d'éviter le développement de mauvaises herbes. Donc on fait ce qu'on appelle des rotations longues, donc on enchaîne différentes céréales et différentes même grandes cultures. Les oléagineux. Il faut l'expliquer à nos amis qui nous regardent, qui ne sont pas forcément des spécialistes de l'agriculture, c'est qu'un producteur de blé, par exemple, il produit en fonction des années, c'est pas forcément les mêmes productions. Exactement. Alors en fonction de ses années et de ses parcelles, en fait, il fait ce qu'on appelle une rotation, c'est-à-dire que sur une même parcelle, en fait, tous les ans, on fait une culture différente. Donc ça va être. Un producteur de blé peut faire l'année d'après du colza, par exemple. Exactement, du colza. Ça peut être du maïs, ça peut être en fonction des sols, du climat, des variétés qui seront les plus adaptées. En fait, l'agriculteur choisira ce qui sera le plus adapté en fait. Et aujourd'hui, je vous ai un peu posé la question, vous n'avez pas vraiment répondu. Il y a beaucoup de producteurs d'épeautre. Alors il y en a assez peu. On n'a pas vraiment de données, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, on les classe comme vraiment des autres céréales. Donc on ne sait même pas exactement qui en produit, mais on sait que c'est des choses qui sont de plus en plus, qu'on demande de plus en plus. Et donc qui sont on l'imagine, en croissance. Et fatalement avec des producteurs beaucoup plus jeunes, parce que ces tendances, elles intéressent surtout la jeune génération de cultivateurs. Sans doute, puisque c'est aussi cette génération qui prend, qui aussi fait changer des choses. Donc on peut l'imaginer, oui. Alors l'année prochaine, il y aura probablement, on peut l'espérer en tout cas, un salon de l'agriculture. Est-ce qu'on peut dire que l'épeautre, ça sera une des céréales qui sera en vedette l'année prochaine? Alors bien sûr, on l'espère, on y croit, ce salon de l'agriculture, parce que c'est un moment de partage et qui permet justement d'échanger avec le grand public. Et ça a dû être un déchirement d'ailleurs pour les producteurs qui viennent, notamment sur le stand de Passion Céréales ou sur celui de Village Semences, de ne pas pouvoir échanger avec les consommateurs. Mais oui, exactement, on est très déçus et je pense que tout le monde l'est. Et juste pour revenir à votre question, c'était est-ce que l'épeautre sera la star en fait? Elle sera sans doute l'une des stars, pour tout vous dire, parce que sans doute on aura un pain au petit épeautre qui est excellent et que j'invite les gens à venir goûter l'année prochaine, sans faute, sur le stand des céréales. Parce qu'on dit effectivement que c'est la boulangerie de la Porte de Versailles. Il y a beaucoup de choses qu'on peut goûter Porte de Versailles, mais chez vous, il y a des boulangers 7 jours sur 7 qui produisent du pain. Et c'est un vrai moment de bonheur et de partage également. Exactement. On y croit pour l'année prochaine. Hein. Oui, on y croit. Sophie? Écoutez, là j'arrive à la dernière étape, ça va être d'incorporer le parmesan. On va vous suivre, on va regarder comment vous vous y prenez pour incorporer ce parmesan que vous avez réduit en poudre. Voilà, on a râpé. Et puis là, comme dans du risotto classique, on le laisse fondre à la chaleur de la préparation pour obtenir une masse bien crémeuse. Ça doit légèrement filer. Hein. C'est pas tout à fait comme la Ligo, mais ça doit filer quand même un peu. C'est quand même pas comme la Ligo, mais oui. Et puis ça rajoute aussi du goût et du sel. Et puis là, il reste plus qu'à servir en rajoutant les champignons en garniture du risotto. Alors, tout à l'heure, vous disiez, j'ai préparé la recette comme tous les consommateurs. J'ai pris mon smartphone et j'ai cherché où se trouvaient les produits. Le petit épeautre, on en trouve facilement maintenant dans les magasins. Oui, on les trouve forcément aller dans les boutiques spécialisées bio. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, maintenant, les supermarchés ont des super rayons de céréales. J'ai cherché... Alors, moi, je voulais du petit épeautre de Provence IGP, mais on trouve même les marques de supermarchés, les MDD, ont aussi... propose aussi de l'épeautre. Et de même qualité. C'est vrai, quand on a une IGP, il y a plus de contraintes de production. Du coup, pour l'IGP, il faut peut-être plutôt viser les magasins biologiques que les supermarchés, c'est clair.
Alors une dernière question, Aloïs, avant de voir à quoi va ressembler cette recette et aussi de la goûter, parce que c'est quand même ça le bon côté de cette émission. Justement, Sophie disait qu'il y a des MDD. Est-ce que c'est pas aussi l'avenir, ça, de voir que la grande distribution va s'emparer de la tendance pour mettre de l'épeautre dans les rayons? Alors déjà, goûter, moi je suis venu pour ça, donc j'espère qu'on va pouvoir goûter. C'est la seule émission, comme on dit, qui nourrit ses invités. Eh ben, c'est très bien, on est ravis. Et donc oui, sans doute, puisque comme cet intérêt des consommateurs, il est croissant. Alors on parle de petit épeautre, on parle de grand épeautre, mais même d'autres céréales ou pseudo-céréales, comme le sarrasin. Alors les pseudo-céréales, c'est des céréales qui sont utilisées comme céréales, mais qui ne sont pas de la même famille botanique que les céréales. Donc c'est-à-dire que n'allez pas dire à un agriculteur que par exemple le sarrasin est une céréale, mais vous pouvez le dire à quelqu'un qui fait de la cuisine comme Sophie, qu'elle le prendra pas mal. Donc oui, cet intérêt croissant, en fait, finalement, il va pousser tout le monde à garnir ses magasins, et puis après les agriculteurs et puis toute la chaîne de transformation à aussi diversifier et d'avoir plus de produits, puisque c'est cette tendance actuelle. Et justement, on va faire un petit aparté sur le sarrasin. Là, on a l'impression que la mode elle est en train d'arriver. La vague mode sarrasin, c'est il y a même pas 6 mois. Et ça vient de Bretagne. On a l'impression que ça pousse beaucoup, et dans tous les sens, on voit même des tisanes avec du sarrasin. Oui, le sarrasin. Alors le sarrasin, c'est pas nouveau. Hein. Les Bretons, dites pas aux Bretons que le sarrasin est nouveau, parce qu'ils en mettent depuis longtemps dans leurs galettes, notamment. Mais c'est vrai que ça envahit de plus en plus tout le territoire, et ça fait partie aussi dans cette même vague de besoin de diversifier ce qu'on mange. Et là, Sophie me regarde avec un grand sourire en disant non, le sarrasin, on connaît, ça fait des années. Bah oui, on connaît, mais moi, je trouve que c'est vrai que maintenant, on trouve de la farine de blé noir IGP, et c'est bien mieux que de la farine qui arrive de Chine. Et c'est vrai aussi, moi je l'ai goûté il n'y a pas très longtemps, on trouve maintenant du sarrasin pour faire des infusions, et franchement, c'est très sympa. Parfois, c'est bien plus sympa qu'une tasse de café. Allez, je connaissais pas les infusions. On va se retrouver avec le plat. Alors, regardez, voilà. Voilà le risotto, donc de petites épeautres avec des champignons de Paris, qu'on va goûter dans quelques instants. Aloïs, venez nous retrouver sur le plateau côté cuisine, dans la belle cuisine de Village Semences, pour goûter cette recette. Voilà. Alors moi, ce que je vais vous laisser déguster, et puis je vous donne rendez-vous demain pour parler une nouvelle fois de cuisine. Nous parlerons demain de graines de chia. Très bonne journée.